Le car est arrivé de Sétif, il était criblé de balles. Les voyageurs sont descendus. Il y avait Mohamed Bouaoui. Je lui ai demandé, « Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce car est criblé de balles ?» Il m'a répondu, « Sétif s'est rebellé. Et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ?» Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi Ladouani. Il criait « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté ». Et il a pris la route du village des Amoucha et de Périgodeville en continuant à crier « Soulevez-vous, la révolte a éclaté ». À 280 km de là, à Guelma, on s'apprête aussi à célébrer la victoire. Ici, comme à Sétif, les nationalistes en profitent pour afficher leurs revendications et brandir le drapeau algérien aux côtés de ceux des Alliés. Le sous-préfet de Guelma, André Achiari, a eu connaissance des événements de Sétif. Il demande à ses hommes de se tenir prêts. Nous sommes tombés sur une brigade, un barrage de gendarmerie dont la moitié était à genoux, puis à genoux, l'autre moitié debout, et derrière eux était Achiari, le sous-préfet de Guelma. Et ils ont fait feu sur nous. Et c'est la débandade. À partir du moment où vous avez un phénomène qui échappe à l'autorité coloniale, à partir du moment où vous avez une manifestation dont le contenu, les slogans, les drapeaux, les thèmes ou les leaders ne sont pas autorisés par le pouvoir en place, à partir du moment où vous avez quelque chose qui met en péril l'institution coloniale en tant que telle, la méthode classique, c'est la répression. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a réellement une volonté aussi de mater un mouvement dont on a peur qu'il enflamme toute l'Algérie. On a un sentiment en mai 45 qu'il y a là peut-être une date charnière où si on ne réprime pas vite ce qui est en train de se passer, l'Algérie peut nous échapper. Et dans le système colonial français, l'Algérie, c'est une sorte de pivot. Ce qui se passe en Algérie est une caisse de résonance de ce qui pourrait se passer partout ailleurs. L'état de siège est instauré dans le département du Constantinois. Il est désormais interdit aux civils de sortir après 18 heures. Le gouverneur d'Algérie, Yves Châtaigneau, prend des dispositions exceptionnelles. Il transfère ses pouvoirs au général Henri Martin, avec pour mission de contenir l'insurrection et de rétablir l'ordre de toute urgence. Si le calme est revenu dans les villes, dans les campagnes, l'annonce des fusillades a suscité la colère. Toute la région s'embrase. Les paysans algériens s'arment de bâtons, de faucilles et de haches. Ils s'acharnent sur les symboles de l'État colonial, tribunaux, maisons communales, bureaux de poste. Des maisons sont détruites. Au nord de Sétif, à Kherrata, la population française prend peur et déserte le village. Les autorités du village avaient dit qu'il fallait que tout le monde se réfugie au château. Et là, tout le monde s'est barricadé quand il y avait du monde. C'était la peur, la cohue. Mais c'était terrible. Alors on a envahi le village. Les Français s'étaient réfugiés au château d'Ussay. Je ne sais pas qui leur a dit qu'on allait venir les tuer. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au dépôt d'essence. On a pris 2 fûts et on en a acheté un à l'intérieur de la poste et l'autre à l'intérieur de la maison de la famille Saxe. On a craqué une allumette et on a mis le feu à la poste. À Kherrata, c'est la Légion étrangère qui va libérer les Français réfugiés au château d'Ussay. Saïd Alik avait 13 ans à l'époque. Quand la Légion étrangère est arrivée, les Français sont sortis du château d'Ussay. Ils ont commencé à tirer sur nous sans faire de distinction. Ils ont tiré des rafales sur tout le monde. Beaucoup sont morts à l'entrée du village, dans le village et dans les environs. Les autres ont réussi à s'enfuir. Je me suis enfui avec mes frères, mais 5 membres de ma famille sont morts. Mon père, ma mère, 2 de mes frères et ma sœur. La riposte française ne fait que commencer. Elle sera massive. Le général Henri Martin et le général Duval, responsables du Constantinois,
donne l'ordre de déployer 40 000 hommes dans le département. À leur demande, en plus des forces déjà présentes sur le terrain, des régiments entiers embarquent pour l'Algérie, chars de combat, navires croiseurs. Les premiers avions bombardent les villages. Ces différentes forces vont prendre en étau l'insurrection. L'armée est venue de Sétif. Il y avait des chars, des camions, des soldats. Tu vois le petit hameau là-bas? Il a été entièrement brûlé. Les avions tournaient et survolaient les montagnes et les forêts, et ils tiraient, ils tiraient. Face à la panique de la population française, les autorités locales renouent avec une pratique d'usage dans les colonies, les milices civiles. Le 9 mai 1945, le préfet Lestrade Carbonel publie dans la Dépêche de Constantine un appel à constituer des milices dans le but de contribuer au maintien de l'ordre. Les civils français vont prendre les armes pour assurer eux-mêmes leur sécurité. L'armée n'a pas encore atteint Guelma où la population est terrorisée. 280 personnes se présentent aussitôt au sous-préfet André Achiari. La gendarmerie fournit des armes à ceux qui n'en ont pas. La plupart des miliciens ont pour mission de patrouiller dans les rues et de garder les entrées de la ville. Mais certains d'entre eux vont participer de façon plus active. André Achiari est à leur tête. Cet ancien des services secrets français souhaite venir à bout de ce qu'il appelle le complot arabe. Il crée un comité de salut public, un conseil de guerre illégal qui rassemble des Français de toutes les tendances politiques et de toutes les couches sociales. Dès le 9 mai, cette organisation va dresser la liste des manifestants algériens. Ils seront arrêtés le soir même par les gendarmes et les miliciens. Blessé à la jambe lors de la manifestation du 8 mai, Yals Abdallah se trouvait alors à l'hôpital de Guelma. Comment nous avons appris ce qui se passait dehors? C'est quand on entendait les mugissements des bêtes qu'on avait dans les bestiaux, les bêtes, les moutons, les vaches qui gueulaient, et on entendait les rafales la nuit. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait, et on ne savait pas. Et celui qui nous donnait la soupe, il nous dit « Remerciez le ciel que vous êtes ici et vous n'êtes pas dehors ». À Sétif, c'est l'armée qui a pris le contrôle de la ville. Français et Algériens restent cloîtrés chez eux. On a été confinés dans nos appartements et il fallait fermer les persiennes parce que la rumeur disait que les Arabes du haut des toits tiraient sur les fenêtres et aucun Français sur les Français. Donc cette peur a régné pendant quelques jours. On n'osait plus sortir. Moi-même, mon père m'avait mis dans un couloir pour échapper aux fenêtres qui étaient à l'extérieur. Il y avait le couvre-feu. On ne sortait plus. On avait peur. C'était la peur qui menait tout le système. Le 10 mai à Sétif se déroulent les funérailles des 28 victimes françaises de la manifestation du 8 mai. Par le biais d'un communiqué, le général de Gaulle témoigne sa sympathie aux familles des victimes et réaffirme sa volonté de réprimer tout agissement anti-français. Le gouverneur Yves Châtaigneau vient assister aux funérailles. Il est pris à partie par les Européens. Les grands colons, la frange la plus riche et influente des colons d'Algérie, sont à la tête du cortège. Ils réclament des armes et une répression impitoyable. Ils exigent aussi la tête de Ferhat Abbas, l'autre figure de proue du nationalisme algérien qui a été arrêté le 8 mai 1945 à Alger. La manière de réagir face à Yves Châtaigneau, qui représente la France en tant que gouverneur de l'Algérie, et le fait qu'il soit hué par le grand colonna, n'est ni plus ni moins que la manière du colonna d'expliquer qu'elle ne veut pas à aucun moment ni de réforme, ni être représentée d'ailleurs par un gouverneur d'origine socialiste, SFIO à l'époque, ni même d'imaginer qu'on ne va pas revenir à la situation de l'entre-deux-guerres où ce grand colonna avait tout pouvoir en Algérie. Ce grand colonna a été confronté à cette situation politique, vit en plus dans une angoisse des masses arabes qui pourraient d'un seul coup envahir et dominer la situation démographique en Algérie, prendre un pouvoir politique supérieur, prendre une place plus importante que celle qu'on lui avait donnée avant-guerre. Ce grand colonna en 1945, il est en train de reprendre en main sa colonie. Et pour lui, c'est bien la sienne. Personne à Paris doit décider à leur place, encore moins un socialiste, alors encore moins les Arabes, et encore moins les leaders nationalistes.